Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles, je suis conseiller chez HomeGrade et modérateur de cette présentation. Pour ceux qui ne connaissent pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements gratuits dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation, ayant pour but d'améliorer leur logement et ou d'en réduire l'impact écologique. Vous pouvez nous joindre soit via le formulaire de contact sur homegrade.brussels, soit par téléphone au 18 10, et vous pouvez aussi passer nous voir sans rendez-vous en chair et en os dans nos locaux situés place Quetelet numéro 7 entre les métros Madou et Botanique sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie de Bruxelles. Sur notre site web, nous vous proposons toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur les copropriétés et une fiche info sur la priorisation des travaux dans celle-ci. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Pour commencer, je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans cette situation. En copropriété, on a souvent un peu de tout autour de la table. Il y a celui qui veut jamais payer, celui qui est toujours en retard, et puis celui qui pose beaucoup, mais alors, beaucoup trop de questions en assemblée générale. Et finalement, on se rend vite compte que les enjeux ne sont pas seulement techniques ou financiers, mais aussi et surtout humains. C'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Les clés de communication pour qu'une assemblée générale se passe bien, comprendre les différentes dynamiques et voir comment mieux interagir pour éviter les blocages et avancer collectivement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Lannoy et Marie-Ange Boisramé qui vont partager avec nous leurs conseils et leur expérience de terrain. Jean-Pierre, Marie-Ange, la parole est à vous. Merci beaucoup, Charles. Alors, je partage mon écran et normalement, si tout se passe bien, vous voyez mon écran. Oui, je confirme qu'on voit ton écran. Super. Alors, je vais peut-être déjà passer la parole à Jean-Pierre pour se présenter. Eh bien, bonjour à vous tous. Jean-Pierre Lannoy. Je m'appelle Jean-Pierre Lannoy. Je suis un passionné de la copropriété, passionné de la transmission également. Je suis formateur dans plusieurs institutions et je dirige le centre de Copro Académie. Bonjour à tous, et moi je suis Marie-Ange Boiramé, je suis coach, formatrice et facilitatrice en intelligence collective, et donc ma passion c'est l'humain et justement l'humain au cœur des groupes, hein, en entreprise ou en collaboration avec Jean-Pierre au sein des copropriétés, hein. Et donc, notre objectif aujourd'hui, comme nous l'a dit Charles, c'est vous permettre de favoriser un climat constructif et participatif au sein de vos associations copropriétaires et de pouvoir améliorer l'efficacité de votre copropriété au quotidien. Et donc, au cours de ce webinaire, nous allons introduire sur le sujet de la confiance, et ensuite, on va voir les compétences clés pour pouvoir justement établir ce climat de confiance qui est nécessaire pour établir des relations dans la durée. Puis on va conclure et passer aux questions-réponses. Donc l'enjeu majeur, c'est pouvoir établir cette relation dans la durée et la maintenir effectivement au jour le jour, et qu'elle soit cette relation de qualité. Habiter un appartement, c'est faire un choix dans une copropriété qui va être basé sur certains critères qui vont être différents en fonction des personnes, qui peuvent être un choix purement géographique, un choix d'immeuble, un coup de cœur, un prix, un investissement. Voilà. Et ce qu'on ne va pas choisir, par contre, c'est les autres habitants de l'immeuble. Donc, établir des relations de qualité avec les copropriétaires et puis également le syndic et les copropriétaires dans la durée est essentiel, mais un réel enjeu et pas évident à réaliser. Parce que les relations, elles vont s'établir en fonction de la manière dont les situations sensibles vont être gérées. Et donc, elles vont soit favoriser la confiance dans le temps, soit elles vont détruire la confiance ou stimuler la méfiance, l'agressivité, la revendication, la rébellion. La confiance, ce n'est pas du confort.
elle va vraiment conditionner la qualité de la relation, elle va influencer la capacité d'accepter les décisions, elle va permettre de réduire les tensions, les conflits, et pour le syndic, ben, il sécurise aussi son rôle quand le climat est de confiance. Donc la confiance, c'est jamais acquis. Elle va se construire dans les petits détails du quotidien, tant dans la relation entre le syndic et les copropriétaires que les copropriétaires entre eux. Et elle va souvent se détruire par des maladresses ou des silences. Donc, si j'ai un message à vous transmettre sans confiance, chaque décision va éventuellement devenir suspecte. Ce qui va détruire la confiance dans la relation, et ça, c'est souvent sans le vouloir, hein, c'est des maladresses, on n'a pas forcément une intention de le faire, ça va être des silences, des mauvaises réponses ou des retards dans les réponses, des flous dans les décisions, des décisions qui vont être mal comprises, un manque de communication, des attitudes qui vont être sur la défensive face à la critique, ou des promesses qui ne sont pas suivies d'actions. Pour le syndic, ça va être aussi des fois un langage trop technique, trop juridique, et qui ne donne pas une compréhension, une clarté pour le copropriétaire qui n'a pas le même background. Donc, ce n'est pas forcément les erreurs professionnelles qui vont être la cause de la perte de confiance, mais plutôt les angles morts relationnels qui se créent au fil du temps. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à établir cette confiance dans la durée? C'est pour chacun d'entre vous en tant que copropriétaire ou syndic, c'est d'avoir une posture d'écoute, d'empathie, qu'on va voir juste après, de pouvoir favoriser la transparence, de pouvoir être cohérent entre les paroles et les actes, d'amener de la clarté et de la pédagogie pour bien donner de la compréhension, et de pouvoir donner de la visibilité sur le suivi, la rigueur qui va être mise en place pour les actions et la gestion au quotidien. C'est respecter ses engagements, et c'est avoir la capacité aussi, chacun d'entre nous, dans cette copropriété, de pouvoir réguler les tensions. Donc, qui qu'on soit, quel acteur on soit dans cette copropriété, il est important que de pouvoir savoir décrypter et de considérer en fait la charge émotionnelle et individuelle ou collective, parce que chacun, on va voir, va avoir un enjeu, il va avoir quelque chose à défendre. Ça peut être la peur des coups, un sentiment d'injustice, une impression de ne pas être entendu. Voilà, tout ça, en fait, la confiance, elle va se nourrir de régularité et pas d'exceptionnel. Donc, on va voir les compétences clés à développer, et c'est bien au travers de la posture de chacun, c'est-à-dire les comportements que chacun va adopter, qui vont faire que l'AG va bien se passer ou pas. Donc, il y a une réelle co-responsabilité de chaque copropriétaire, chaque acteur et du syndic pour qu'il y ait un bon déroulement de cet AG. Donc, on va donc parler de compétences clés qui vont pouvoir influencer ces comportements, l'attitude, les gestes, la voix, la façon de parler, la façon d'écouter, la façon d'interagir. Elles vont avoir un impact positif sur le déroulé de la réunion et sur les autres, et donc sur cette relation qu'on est en train d'établir. Une de ces premières compétences que nous allons aborder, c'est l'écoute active. L'écoute active, pourquoi ? C'est pour se connecter, pour comprendre en profondeur, créer une relation de confiance, apporter du soutien, permettre aux copropriétaires d'exprimer ce qui est réellement important pour eux, de pouvoir identifier aussi les enjeux réels derrière les plaintes, derrière les silences, derrière les mal-être, avoir une compréhension plus fine de la situation et lui permettre de valider des décisions qui vont être plus justes et plus éclairées pour l'ensemble de la copropriété. Un simple petit exemple, quand un copropriétaire dit « on n'a jamais de réponse, c'est inadmissible », si je fais une lecture très rapide en fait de cette situation, je vais me dire « il est agressif, il est exigeant ». Alors que si je fais une lecture enrichie grâce à l'écoute, je peux me dire derrière, il semble y avoir peut-être de l'inquiétude, ou peut-être qu'il se sent écouté ou abandonné ou mis de côté, ou qu'il ait besoin de visibilité, de repères, quelque chose qui soit plus concret pour lui. Donc, en fait, quand on est en posture de syndic face à des copropriétaires, il est important que le syndic réponde au mieux
et qu'il évite les escalades. Et donc, on va voir comment ça peut se faire. J'aborde ici différents types d'écoute. Je vais les aborder d'une manière assez rapide pour pouvoir ensuite avoir une mise en pratique, mais vous aurez les slides, donc vous pourrez les aborder d'une manière plus fine. J'aborde l'attitude, enfin différentes formes d'écoute. On peut écouter en fait pour rassurer plutôt l'autre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est en fait c'est une façon, une posture qu'on va avoir dans l'écoute où on va être plus à dire oui, à éviter les conflits, à chercher l'harmonie, au prix même peut-être de s'oublier parce qu'on a tellement envie de faire plaisir, on va vouloir privilégier la relation. Donc, il faut savoir que cet type d'écoute va être adopté naturellement, spontanément par certains des copropriétaires. Et donc, elle va définir une attitude face à des situations. Face à ce type d'écoute, on peut avoir des personnes qui vont plutôt, elles, écouter plutôt pour se rassurer. Donc, avoir une tendance à se justifier, avoir une tendance à vouloir raison, de se défendre, prouver, enfin, avoir une posture un petit peu plus haute ou forte par rapport à l'autre. Donc, vous voyez que par rapport à ces deux formes d'écoute, dans une assemblée, si on a cette typologie de personnes, on va avoir des déséquilibres entre ceux qui vont prendre le dessus, les autres qui vont plutôt vouloir calmer le jeu et plutôt essayer de dire voilà, oui, on y va, c'est pas grave. Mais en fait, derrière, on ne comprend pas vraiment l'enjeu et qu'est-ce qui se cache. La meilleure attitude à adopter, qui va être la meilleure pour favoriser la relation, ça va être l'écoute pour comprendre l'autre, pour se connecter à l'autre. Et donc là, on va être plus dans une écoute qui va être équilibrée, qui amène de l'équité, parce que je vais vraiment être dans l'écoute pour essayer de comprendre la réalité, et je vais le faire en supprimant mon filtre, ma cartographie, ma réalité. Je vais vraiment me mettre à la place de l'autre et comprendre ce qui se passe. Et donc, en faisant ça, j'installe vraiment un cadre relationnel qui va être sécurisant et qui va renforcer la confiance et qui va améliorer dans le temps la qualité de la relation. Comment on peut y arriver? Il y a des attitudes à adopter qui vont permettre de favoriser cette forme d'écoute. Comme quand j'écoute quelqu'un, c'est important de ne rien faire d'autre, de ne pas commencer à préparer une réponse, ne pas juger par exemple, ou ne pas vouloir tout de suite conseiller. Non, je vais vraiment montrer de l'empathie face à lui. Comment on montre de l'empathie? Ça peut être avec un non-verbal qui va être attentif, qui va être ouvert, l'importance des silences pour pouvoir laisser le processus se faire aussi, ou maturer l'idée, ou prendre du recul. Ça va être avec des interactions, avec des mots-clés pour pouvoir comprendre, aller en profondeur sur ce qui est en train de s'exprimer, pas rester sur le superficiel, et de utiliser la reformulation qui est vraiment une clé essentielle. Et si je comprends bien, ça veut dire que j'essaie de lui faire voir que j'ai bien compris, et donc si j'ai pas tous les éléments, ça me permet d'ajuster ou de compléter ce qui a pu être partagé. Écouter, ce n'est pas céder. C'est vraiment un a priori. C'est vraiment écouter ne veut pas dire non plus être d'accord avec l'autre ou d'accepter. Écouter, c'est vraiment reconnaître la légitimité du vécu de l'autre. Écouter, ça va vraiment être la capacité de désamorcer avant de pouvoir expliquer. Et écouter, ça va vraiment être permettre à l'autre de se sentir légitime pour pouvoir ensuite avoir une réponse. Donc, quand une personne se sent vraiment pleinement entendue, elle devient plus ouverte au dialogue. La suite logique de l'écoute, c'est, comme je vous l'ai dit, de montrer de l'empathie. Quelles sont les différences attitudes? Eh bien, on va les dissocier. On va voir qu'il y a certaines attitudes qui vont être plus défavorables à la relation, comme le jugement, qui va être évalué, critiqué ou désapprouvé. Ça va avoir une interaction, un effet négatif sur la relation. Ça va mettre l'autre sur la défensive, donc ça veut dire qu'on risque de surenchérir, et ça va couper le dialogue pour certains. L'interprétation,
et aussi une attitude qui va pas être favorable à la relation et à la confiance. Parce qu'on a une tendance à aller trop vite, on donne une explication à la place de l'autre, et quel effet ça va avoir? L'autre va se sentir incompris, voire même réduit. Ou alors, je prends le risque de faire une mauvaise analyse. La troisième attitude, c'est le conseil. On veut bien faire. En plus, on apporte une solution, on est content, ça va faire avancer les choses. Eh bien, de l'avancer trop vite, parfois, peut être perçu comme intrusif et faire que l'autre aussi n'est pas encore tout à fait prêt à entendre cette solution. Et donc, il ne va pas l'accepter. Et donc, ce conseil doit être apporté, mais à une autre étape, on va voir dans le processus de l'interaction. Les autres attitudes qui sont à favoriser, mais avec modération aussi, ou en tout cas au bon moment, ça va être l'attitude de soutien. Vous allez me dire, mais c'est important de soutenir. Oui, rassurer, compatir, minimiser. Ça va donner un effet de bienveillance, mais attention, parfois, de trop compatir ou et de minimiser va faire qu'on va pas prendre en considération pleinement le ressenti de l'autre. Et donc, l'autre va peut-être pas se sentir reconnu si on a cette attitude vis-à-vis de lui. L'attitude d'enquête, ça veut dire questionner pour comprendre. Bien sûr, pour pouvoir comprendre l'autre, avoir cette attitude empathique, il faut questionner. Donc, ça va ouvrir le dialogue. Ça va favoriser l'expression. Mais si j'en abuse, si je suis trop à poser des questions successives, ça peut donner une impression très inquisitrice, en fait, à l'autre. Et donc, à utiliser avec appropriation, je dirais, dans l'interaction qu'on va avoir avec l'autre, et donc essayer de sonder par rapport à qui on a en face de nous. Et bien entendu, l'attitude à favoriser, ça va être l'attitude de compréhension qui va être activée, qui va se mettre en place grâce à l'écoute active. Et donc là, on va être dans la reformulation, reconnaître, clarifier. Et donc, ça va vraiment avoir cet effet apaisant sur les tensions. Ça va renforcer la confiance. Et donc, ça va nous permettre aussi de préparer cette réponse constructive, voire co-constructive, parce qu'elle va donner de l'espace à tout le monde. Ce n'est pas ce que nous répondons qui va faire la différence, c'est vraiment la posture depuis laquelle on répond qui va créer cette différence dans les interactions et dans la relation qui va s'établir à l'autre, autant individuelle que collective. Donc, l'objectif de cette attitude empathique, ça va vraiment de pouvoir créer un environnement où chacun peut s'exprimer librement, sans se sentir jugé ou interrompu. Ça va permettre de créer ce climat de confiance et de coopération. Et donc, pour chacun, d'avoir cet environnement va lui permettre d'aller au bout, en fait, de clarifier la demande, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir faire émerger ces pistes de solutions ou de compréhension. Et ça laisse vraiment la capacité à la personne de pouvoir se sentir reconnue et du coup, de pouvoir mieux s'impliquer dans la gestion au quotidien de la copropriété et de pouvoir être pleinement acteur de ce qui se vit. Et pour le syndic, eh bien, ça va lui amener de la crédibilité, de la légitimité, et il va réussir à créer cette qualité du lien avec ses copropriétaires. Et je vais vous inviter tout de suite après à pouvoir rendre visible par rapport à une situation que Jean-Pierre va nous présenter, comment ça se passe si on n'est pas dans l'écoute et pas dans l'empathie, et puis on va voir comment ça se passe quand on met en œuvre l'écoute et l'empathie. Jean-Pierre, c'est à toi de jouer. Bonjour à vous tous. Écoutez, moi, je m'appelle Henri. Moi, j'en ai rien à faire de cette copropriété. Moi, j'adore la musique, j'adore fumer aussi, parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'interdiction de fumer dans les parties communes? Mais enfin, c'est quand même sympa, quoi. Moi, j'ai tout votre brol d'assemblée générale, etc. Il n'y a rien à faire de tout ça. C'est tout à fait stupide. Et finalement, vivons tous ensemble, amusons-nous. Dépensons l'argent, c'est une bonne chose. On est bien dans cette copropriété. Il faut bien vivre. Moi, je m'entends avec tout le monde. Et love and peace. Réaction du syndic peut être négative. Écoutez, monsieur Henry,
il y a une chose qui est claire. Il y a un règlement, un point final. Et vous arrêtez de fumer, un point final. On en a marre de vous, monsieur, parce que c'est toujours la même chose avec vous. Vous profitez de tous les moyens pour essayer de nous ennuyer. Vous faites de la musique en permanence dans cette copropriété. On en a assez. Vous, à chaque assemblée générale, vous venez n'importe comment. En plus, vous arrivez en retard. Vous arrivez avec une demi-heure de retard et en même temps, vous n'êtes jamais content. C'est quelque chose d'affolant. Moi, je vous dis, hein, monsieur, moi, je suis syndic de cette copropriété. Si ça continue, moi, je vais démissionner. Et d'ailleurs, je vais aller devant le juge, hein, parce que là, je vais directement y aller. Attitude numéro 2 du syndic. Monsieur Henry, je comprends que de toute façon, vous appréciez bien vivre. Et c'est c'est tout à fait légitime, parce que finalement, ben, vous prenez la vie d'un bon côté. Ouais, c'est pas un jugement, monsieur, mais quelque part, c'est bien. Quelque part, moi, ben, je vais presque vous dire, ben, je vous en veux un peu, quoi, parce que bon, vous avez une belle force de caractère, et cette force de caractère va vous permettre de résoudre pas mal de choses. Mais vous voyez, monsieur Henry, on a quand même un petit souci par rapport à ça, c'est que on est en collectivité. Oh, il y a un cadre qui est à respecter. Et moi, ce que je sais, Monsieur Henry, c'est que finalement, bon, sous vos airs de grands seigneurs, de grands organisateurs, vous avez bon cœur. Parce que moi, je me rappelle encore tout l'effort que vous avez fait pour que la copropriété puisse avoir du chauffage. D'ailleurs, vous n'avez pas hésité, d'ailleurs, à rester à 22h30 éveillé pour recevoir le chauffagiste qui devait intervenir d'urgence. Alors, monsieur, si on partait peut-être d'une autre manière, peut-être, on est un peu tous différents. Alors essayons un peu de trouver quelque chose, parce que je crois que vous êtes aussi, à votre manière, précieux pour la copropriété. Merci Jean-Pierre. Et donc effectivement, il y a une attitude, une posture qui est adoptée et qui va avoir un effet du coup sur le copropriétaire qui va revendiquer ou qui va s'exprimer. Donc quand on est syndic, il y a une attitude à éviter, c'est de répondre trop vite, ou de minimiser, ou de justifier, ou de directement mettre un cadre trop tôt. En interrompant, en plus, ça va être encore pire. Si je favorise plutôt la capacité à la personne de s'exprimer, déjà sans le couper, d'aller au bout, et puis d'avoir cette capacité à reformuler, ça permet déjà de pouvoir poser un cadre. Amener de la reconnaissance aussi va être important. C'est ce que Jean-Pierre nous amène. L'importance du rôle de copropriétaire dans la copropriété. Et donc, tous ces éléments vont permettre de créer un autre cadre d'échange et d'apaiser le discours du copropriétaire, puisque il entend derrière, il a vu qu'il était écouté, qu'il y avait une compréhension de son mode de vie et qu'il était accepté pour ça, et quand malgré tout, effectivement, on le ramenait dans le cadre avec le fait qu'on était dans un collectif et qu'il y avait des limites ou des règles à respecter. Quand on se sent entendu, ça va faire la différence. On va amener la capacité à l'attention de redescendre naturellement et on va pouvoir passer d'un conflit émotionnel à un échange structuré. Et si on était copropriétaire et syndic, mais au sein de la copropriété, on peut aussi avoir un copropriétaire qui s'exprime et puis les autres copropriétaires aussi qui vont interagir par rapport à ça ou réagir par rapport à ça. Et je vous ai mis les différentes choses à faire et à pas faire qui vont favoriser en fait aussi ces interactions au sein même de la copropriété et donc des copropriétaires entre eux. Exprimer les faits calmement est vraiment un essentiel. De pouvoir poser des questions à la vue va être un élément qui va permettre de faire avancer et quand en plus le conflit s'aggrave, c'est important que chacun puisse avoir la possibilité de se comprendre. Et donc, on va voir comment, la prochaine étape, on va pouvoir créer un environnement émotionnel plus favorable.
Alors, tout ça, je vais passer par rapport au temps. Voilà, l'intelligence émotionnelle. Donc, comment on va gérer nos émotions? C'est une chose importante. On est des êtres d'émotion. Et on vit ces émotions, chacun va les exprimer différemment. Certains d'une manière plus virulente, d'autres qui vont les garder en eux. Mais quoi qu'il en soit, cette émotion va être une information importante. Donc, que ça soit pour un copropriétaire ou pour un syndic, pouvoir avoir cette intelligence émotionnelle, ça va consister à savoir lire le climat émotionnel ambiant et pouvoir se réguler lui-même, de ne pas s'approprier cette émotion et de pouvoir agir du coup d'une façon apaisée, sécurisée et remettre le collectif en mouvement. Une illustration très rapide, un copropriétaire qui a une émotion par rapport à une situation, eh bien, on va voir que l'émotion, c'est pas le problème, au sein de la copropriété, c'est vraiment un signal et qu'il va falloir essayer de reconnaître et de l'utiliser intelligemment. Mise en situation, un copropriétaire intervient d'une façon sèche, on ne comprend rien à votre gestion, c'est toujours pareil. Moi, en tant que syndic, je vais devoir reconnaître cet état émotionnel. Je ne dois pas me sentir agressée, je ne dois pas le prendre personnellement. Je dois simplement me dire, il y a quelque chose qui se passe. Ok, ça appartient à cette personne. Il a l'air en colère. Ou, d'une façon globale, je sens qu'il y a une tension dans le groupe, et ou que le climat se crispe. Ok. Alors, je peux simplement déjà la rendre visible et dire, tiens, il y a de la colère et de l'inquiétude dans la salle, je la nomme. C'est bien, je la reconnais. C'est important. Ensuite, je me fais cette analyse. J'essaye de comprendre l'intention positive de cette émotion, et ici précisément la colère. Derrière la colère, il peut y avoir un besoin des copropriétaires de clarté, un besoin de reprendre le contrôle, de pouvoir avoir, ou de mettre un cadre, de comprendre les limites, ou peut-être d'avoir peur de perdre de l'argent. L'émotion qui est exprimée, elle protège l'enjeu qui se cache derrière et qui est important pour le copropriétaire ou pour les copropriétaires. Chacun a son enjeu, qu'il est en train de défendre, en l'exprimant au travers d'une émotion. Donc, si je comprends cette intention positive, donc si je comprends l'enjeu qui est derrière cette émotion, je vais du coup pouvoir agir d'une manière plus appropriée. Je me fais une autorégulation. Déjà, je ne prends pas l'émotion de l'autre. Je respire, je pose ma voix, j'ai une posture qui est ancrée. Et là, je vais pouvoir ensuite stimuler cette émotion qui se vit dans le groupe d'une façon constructive. Par exemple, ça prend la forme, je perçois une vraie inquiétude sur la compréhension des décisions. Ok, prenons un instant pour clarifier les points clés afin que chacun puisse se positionner sereinement. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça répond à votre besoin? Et là, tout de suite, vous allez voir que la colère, l'émotion va baisser, le groupe risque de se détendre et qu'on va pouvoir commencer à ouvrir un dialogue. Parce que tant que cette émotion est là, présente dans le groupe, les personnes ne vont pas du tout entendre, ils vont rien écouter, rien comprendre parce qu'ils sont dans un émotionnel. C'est important que l'émotionnel redescende à un niveau suffisamment bas, même s'il n'est pas complètement disparu, parce qu'on est en train de créer la relation et la confiance par cette écoute empathique et cette régulation de l'émotion, et on va progressivement pouvoir avancer sur une discussion qui va être plus ouverte, plus constructive et qui va permettre d'aboutir. Et j'invite Jean-Pierre à nous proposer sa deuxième mise en situation pour illustrer l'intelligence émotionnelle. Marie-Ange et Jean-Pierre, on commence cette deuxième présentation, il est 13h. Parfait. Oh, vous savez, moi écoutez, je m'appelle Marcel. J'ai des problèmes, j'ai des problèmes. J'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes dans cette maison, j'ai le toit qui coule, je suis au dernier étage, j'ai des infiltrations, je n'ai plus d'argent, j'ai eu des problèmes, etc. Ça ne va pas, j'en ai marre de cet immeuble. Chaque jour que je pars, je ne sais même pas à quoi ça sert de travailler, mais j'aurais jamais dû acheter ça. J'en ai marre, j'en ai marre. Réaction du syndic. Bon, écoutez, monsieur.
quand on achète un bien, on sait ce qu'on achète, un point final. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas d'argent. On en prend note et c'est réglé. Tous vos problèmes que vous avez, finalement, ça dépend que de vous et vous n'avez qu'à faire le nécessaire pour arranger les choses. Un point final. Nous, c'est la copropriété. Un point final et ça en reste là. Attitude du syndic numéro 2. Monsieur Marcel, je vous comprends. Vous êtes manifestement dans une période difficile et nous sommes en copropriété. Donc, je crois que si on s'écoutait un peu mieux, oui, c'est vrai que certains copropriétaires ont tendance un peu à avoir des moyens supérieurs à vous et ils ne s'en cachent pas. De votre côté, est-ce que, tenant compte un peu de votre situation, je crois qu'il y a moyen de pouvoir retrouver un dialogue et de pouvoir vraiment essayer d'identifier les objections, qu'est-ce qu'ils pourraient faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour notre copropriété et trouver ainsi des solutions les plus adaptées. Je suis certain, Monsieur Marcel, je crois qu'il y a moyen d'y arriver. Bon, mettons-nous autour de la table. Merci Jean-Pierre. Donc effectivement, côté syndic, il faut éviter de se réfugier uniquement dans la partie technique, la règle, le règlement, parce que évidemment, ça va être très frustrant, encore plus créer un sentiment d'injustice ou d'incompréhension chez l'autre. Ignorer l'émotion qui est présente va pas non plus être efficace. On pourrait aussi couper court, hein, dire ok, allez, c'est bon, on a entendu, on vote rapidement. Ça va pas être bon non plus. Il faut prendre ce temps. Le fait de prendre parti pris ou se crisper ou laisser la tension s'installer, hein, et là, ça va vraiment créer après un froid ou un malaise, même dans la durée. Il faut savoir que ce qu'on gère là, d'une certaine manière, dans le moment présent de l'AG, va avoir des impacts et des conséquences dans le après. Et donc, c'est vraiment important d'adopter l'attitude la plus juste pour pouvoir gérer ce qui se vit là et capitaliser pour la suite et que ça puisse avoir un effet positif après. Donc, on va favoriser, on nomme ce qui se passe, ce que vient de faire Jean-Pierre. On va légitimiser aussi, hein. On va pouvoir recadrer progressivement sur le processus et redonner un cadre et du temps pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, une AG, elle ne dérape pas à cause des problèmes, mais elle va déraper à cause des émotions qui sont non exprimées ou mal gérées. Côté copropriétaire, si les copropriétaires avaient été intervenus, pareil, ils ont des attitudes qui vont être à éviter et d'autres à favoriser. Et grâce à cette co-responsabilité, cette coaction d'attitudes plus positives et constructives, progressivement, on va réussir à faire en sorte que la relation va pouvoir se détendre, se créer et de se créer avec une pérennité plus longue. Le dernier point, pour moi, qui est une compétence qui est aussi importante, on a vu l'écoute qui amène de l'empathie et une nécessité de pouvoir gérer sa propre émotion, mais aussi l'émotion du groupe, en tout cas déjà de pouvoir la décrypter, c'est savoir comment s'exprimer. Et s'exprimer, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'assertivité. C'est quoi l'assertivité? Pour un syndic ou pour un copropriétaire, ça va consister à se positionner avec clarté et respect, sans écraser l'autre et sans s'effacer et sans contourner le problème. Donc vraiment, l'assertivité permet de préserver la relation, de poser un cadre clair et de pouvoir se faire respecter sans créer de tension inutile. Comment ça marche? Eh bien, c'est surtout ne pas dominer ou imposer. On va appeler ça plutôt de l'agressivité. Ce n'est pas se taire ou céder systématiquement. On appelle ça, dans notre jargon, de la soumission. Ce n'est pas éviter ou faire passer des messages indirects où on est en train de manipuler. L'assertivité, c'est vraiment cette capacité de dire les choses clairement, au bon moment et de la bonne manière. Et surtout, sans agressivité, ça veut dire qu'on a cette intention qu'on ne veut pas nuire à l'autre et on ne veut pas nuire
on veut pas avoir de nuisance dans la relation. Donc, il y a une méthode et on l'aborde là depuis les 2 cas que nous a présentés Jean-Pierre. Systématiquement, on pose un cadre positif, constructif, où on comprend, on écoute, on comprend, on valorise. Puis ensuite, on recadre en exposant des faits, que des faits. Jamais d'impression, jamais de jugement, pas de critique. Et on exprime l'impact de ces faits sur la situation, on exprime son sentiment par rapport à ça, et on clarifie les intérêts et les besoins, les enjeux de chacun, pour progressivement construire une proposition, une piste de résolution ou de solution qui va être réaliste et sur laquelle chacun va pouvoir s'accorder, ou bien, si on ne peut pas maintenant, poser les actes suivants pour pouvoir y aller progressivement s'il n'y a pas encore la maturité. Jean-Pierre, je te propose notre dernier cas pour illustrer cette assertivité. Alors moi, je m'appelle Madeleine. Eh bien, moi, Madeleine, moi, je suis la terreur de la copropriété parce que moi, j'en ai marre. Hein. Toutes vos petites histoires, c'est toujours la même chose. J'en ai marre. Vous faites du bruit partout. J'ai envie de mettre absolument les points à l'ordre du jour. Quoi? Il y a 10 points à l'ordre du jour. Je veux le premier qui doit être mis à l'ordre du jour. C'est ça qui est important. C'est mon point à moi. Tous les autres ne concernent pas. Et d'ailleurs, si ça continue, toi, mon vieux, un syndic, hein, je vais te flanquer une baffe. Hein. Si ça continue, tu vas la voir. Hein. C'est scandaleux, quoi. Moi, j'en ai marre de ça. Je comprends rien à votre brôle, à vos actes et compagnie, etc. Et si c'est comme ça, hein, si c'est comme ça, hein, je m'en vais. Je m'en vais et je vais déposer plainte et je vais aller au juge. Et vous allez voir, vous allez tous aller. Oh, je me demande bien si je vais pas aller à la police. Attitude du syndic numéro un. Eh bien, Madeleine, vous n'avez qu'à y aller parce que moi, je m'en fous. Je m'en fous de tous vos scénarios. J'en ai marre. C'est toujours, depuis des années, vous êtes comme ça. Vous êtes une vraie chipie. Vous n'en faites qu'à votre tête et vous ne servez strictement à rien. Mais qu'est-ce qu'on est content le jour où vous allez vendre votre appartement. Mais on va ouvrir le champagne. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va vous mettre au pas. Et non, je ne changerai pas l'ordre du jour. Et non, je ne changerai pas l'ordre de déroulement de l'Assemblée générale. Vous avez bien entendu? Syndic numéro 2. Madeleine, nous avons un problème. Manifestement, nous avons un problème de communication. Nous devons essayer d'identifier avec le plus grand calme, si c'est possible, l'ensemble de tous les points et tenter de les objectiver. Alors, on va essayer de faire un travail. Peut-être que nous allons y arriver en une fois, peut-être pas. Mais le tout, c'est que moi, en ma qualité de syndic, je voudrais essayer de bien comprendre les enjeux et je suis certain que si nous parvenons à nous exprimer, eh bien, nous parviendrons à construire. Alors voilà, les choses à éviter côté syndic, aussi, c'est laisser la personne prendre le dessus. Hein. On doit absolument aussi canaliser. Là, c'était pas trop violent, mais des fois, ça peut prendre une ampleur. Donc, c'est important de canaliser la personne sans agressivité, avec assertivité, on va voir. Éviter, si je veux éviter les conflits, que j'ose pas intervenir, ça va pas être bénéfique. Réagir à chaud ou sur le même ton, bah, on va voir que évidemment, ça va faire que boule de neige explosive. Si vous vous justifiez en permanence, bah, ça va pas fonctionner non plus. Et si vous perdez le cadre de la réunion, ça va être une problématique pour l'ensemble de la copropriété et des copropriétaires. Donc, il y a vraiment une attitude à favoriser, de pouvoir recadrer immédiatement et calmement, comme vient le faire Jean-Pierre. Voilà, je vois qu'on a un problème de communication, donc on va le traiter là. On va rappeler aussi comment on fonctionne, comment fonctionne une assemblée, mais d'une façon très neutre et directe. On va pouvoir s'appuyer sur ce cadre légal et collectif, et puis on va essayer de se recentrer sur cet objectif pour lequel on se réunit. Mais d'abord, il faut traiter effectivement cette problématique de communication. Donc, en copropriété, quand il n'y a pas d'assertivité, ça laisse la place aux comportements qui vont être dominants et c'est jamais le collectif qui va gagner dans ces attitudes. Donc, même si on a quelque chose à revendiquer et quelque chose à exprimer, en tant que copropriétaire, on doit vraiment favoriser aussi notre communication au travers de faits, de pouvoir poser nos limites, mais calmement,
en exprimant ses besoins, en exprimant ses enjeux. Est-ce que ça sollicite effectivement émotionnellement pour eux? C'est important. On peut dire, on peut nommer. Sans vivre d'une manière explosive l'émotion, mais on peut la nommer, c'est important. Je peux dire que je suis en colère, que je n'accepte pas cette situation ou la décision qui a été prise de telle manière, de la manière dont elle a été prise. Voilà, on est vraiment en train d'exprimer ce qui se vit en nous et ça va donner de la clarté du coup pour les autres et une compréhension pour pouvoir dire on construit comment ensemble. Quand je suis assertif, je ne suis pas dans l'opposition. Au contraire, l'assertivité me permet de poser un cadre clair et ça va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et d'exister clairement. Et grâce à tous ces compétences qui se développent en fait, chacun d'entre vous avait la possibilité de développer ces compétences et de pouvoir en faire un réel levier de changement au sein des copropriétés. Je ne dis pas que c'est facile parce que ça nécessite vraiment un travail sur soi, une compréhension aussi de soi et donc du coup, grâce à ça, une meilleure compréhension des autres et acceptation de la différence et de pouvoir faire de cette différence un, une matière de quelque chose de beaucoup plus grande, de beaucoup plus innovante peut-être, de beaucoup plus agréable pour le collectif et donc ça va créer une dynamique différente. Donc j'imagine que vous allez avoir plein de questions pour la suite et donc je remercie Jean-Pierre pour son illustration et je vous remercie pour votre écoute et nous sommes à l'écoute de vos questions-réponses. Merci Marie-Ange pour cette présentation qui était super inspirante et merci Jean-Pierre pour le magnifique jeu d'acteur. On sent les années d'expérience et les nombreuses heures passées en assemblée générale. J'imagine en tout cas que comme moi, nos auditeurs ont connu des situations similaires et sont maintenant mieux équipés pour améliorer l'efficacité de l'AG et donc de la copro. Alors, je me regarde pour la série des questions-réponses et il semblerait que c'était très clair parce que, ah si, nous avons une première question qui arrive. Lors d'assemblées, il y a des émotions qui sont transmises par certains propriétaires et qui deviennent des sentiments généraux qui reviennent à chaque AG. Comment se débarrasser de ces sentiments? Jean-Pierre, Marie-Ange, nous attendons vos expériences. Alors, c'est normal qu'il y ait ces émotions et si elles se répètent d'âge en âge, c'est qu'en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été traité en fait et que le sujet ou l'enjeu reste toujours présent, c'est-à-dire qu'il n'a pas été certainement entendu ou compris et qui n'a pas du coup été résolu par une réponse, par une action. Et donc, cette émotion ne fait que revenir et même s'amplifier et même se communiquer parce que, voilà, il y a le moment de l'AG, mais il y a tout ce qui se passe entre les deux AG, c'est qu'il y a d'autres événements qui vont peut-être venir nourrir cette émotion et qui a besoin en fait d'être exprimée. Donc, c'est vraiment ce que je partageais. Il y a une émotion dans le groupe. Il est important en tant que syndic de pouvoir la nommer et d'aller d'abord la traiter et d'aller l'explorer. Donc, c'est aller l'explorer et d'aller avoir la compréhension pour pouvoir faire en sorte qu'elle ne revienne plus ou moins les fois d'après. Je ne sais pas si Jean-Pierre veut partager, compléter ma réponse. Oui, moi je voudrais quand même, par rapport à ce que tu dis, tu as fait bien entendu raison. Moi je crois qu'il faut essayer de revisualiser la copropriété comme étant un élément d'une relation continue. C'est une relation qui continuera tant qu'on est propriétaire. C'est-à-dire que cette relation va subir des moments positifs, négatifs, avec effectivement, comme on l'a très bien vu, différents influences. Et c'est préserver la relation continue qui est, je crois, une des clés de la communication. C'est ça le résultat d'une bonne communication, c'est préserver cette relation continue. Parce que les gens restent copropriétaires. Et il faut se dire que si aujourd'hui on a un désaccord sur une question, il est évident qu'il y a beaucoup de chances que ça se reporte sur un autre sujet parce que tout simplement, il y a eu
il y a une difficulté de compréhension et cette difficulté de compréhension peut s'être déroulée il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc je crois que c'est ça qu'il faut vraiment maintenir, c'est cette relation continue, quoi. Parfait, merci pour ces éléments de réponse. Alors, il y avait plus de 50 personnes qui étaient connectées aujourd'hui. Il y a encore une question de quelqu'un qui nous remercie d'abord pour le webinaire. Lors d'une AG, comment réagir face à un copropriétaire qui refuse de coordonner, en fait, qui ne reconnaît pas les efforts collectifs? Je peux répondre, Oui, Marion? Oui. oui, Je crois que quelque part, il faut bien se dire que moi, je pars toujours du principe qu'il y a des copropriétaires qui ne comprennent pas le fonctionnement de la copropriété. Et je crois qu'en permanence, reformuler le cadre, même si c'est à excès, même si, à la limite, on a les mêmes paroles qui sont repositionnées, le tout est d'objectiver les situations. On a une loi sur la copropriété qui, pour moi, c'est vrai, pour la pratiquer depuis tellement d'années, je la trouve simple, mais je crois que quelque part, il y a moyen d'exploiter ce contenu pour essayer de fixer et rappeler les règles du jeu. Si on rappelle les règles du jeu, les limites de l'Assemblée générale, éventuellement les règles de communication, et ça se fait aussi avant de débuter, et qu'on se dit au sous, est-ce qu'on est tous d'accord sur ces règles-là? Est-ce qu'on est tous d'accord de s'exprimer de cette manière? Ça peut être quelque part un élément positif. Maintenant, l'effort collectif, il va être ressenti une fois qu'on y sera, bien entendu, intégré. Et c'est ça que c'est pas facile à faire. Et certainement, Marion, je dirais aussi que c'est certainement pas des choses faciles à mettre en œuvre. non, et puis s'il ne reconnaît pas, ben, on peut aller peut-être le questionner, hein. Alors, on peut aller le questionner pendant l'AG ou on peut aller très bien le questionner en dehors de l'AG. Qu'est-ce qu'il ne reconnaît pas ou pourquoi il ne le reconnaît pas? C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est pas compris, hein, ou qui est pas cohérent par rapport à sa logique ou à son fonctionnement. Donc, ce qui peut être tout à fait entendable. Malgré tout, après, c'est effectivement ramener dans le cadre, de dire bah, par rapport au choix d'habiter dans une copropriété, si on n'est pas en accord avec les règles qui la, euh, qui la régissent, bah, il y a une question à se poser en fait. Donc c'est évident. C'est peut-être le ramener face à sa responsabilité et à sa réalité et de ses choix. Merci pour ces réponses. Une nouvelle question très pertinente et surtout tout à fait compréhensible à Bruxelles, où on a des gens qui viennent de tout horizon, de toute origine. Il peut y Mm. avoir des problèmes de compréhension culturelle, mais aussi des problèmes de compréhension de la langue, ce qui est une barrière qui est assez difficile à gérer. Est-ce que vous auriez des tips pour cela? Alors, Marion, je peux répondre? Oui. Oui, moi je vais dire qu'effectivement, alors soyez imaginatifs. La plupart du Mm. temps, c'est dans des petites associations. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit qu'on parle dans une autre langue. C'est vrai que à partir du moment où il y a un respect de ces langues conformément aux dispositions légales, moi je ne vois rien d'opposé. Le tout, c'est que le procès-verbal soit dans les langues reconnues à Bruxelles, c'est tout, mais que ça n'empêche pas que lors d'une assemblée générale, on demande quelqu'un. Moi, je me rappelle avoir fait venir un jour un traducteur. C'était une personne turque et je connaissais dans mon relation. Et la personne, elle est bien venue lui expliquer rien que le fait Mm. d'avoir réalisé la démarche, d'avoir cherché quelqu'un pour me permettre de mieux la comprendre. La personne a complètement changé d'attitude et a fait des efforts pour comprendre le français. Oui. Donc, Oui, ça faire c'est. venir quelqu'un pour aider, c'est tout à fait une possibilité en AG. Tout à fait. Mm. Il y a aucun souci. Oui, la communication, effectivement, c'est important, alors que ce soit un problème de langue ou de culture aussi, ou de background académique ou de niveau social, peu importe qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est que c'est important d'adapter son vocabulaire et de le rendre accessible aux personnes qui sont face à nous. Donc, il y a un réel rôle aussi pédagogique à avoir pour que les décisions qui soient prises, du coup, soient tout à fait prises d'une façon éclairée et comprises, parce que autrement, ça veut dire qu'ils prennent peut-être des décisions sans avoir réellement compris ce qu'il y avait derrière. Et ça va du coup générer par la suite un climat qui va être moins propice à la confiance, à la relation et au bon fonctionnement. Effectivement.
Des bons conseils. Une question d'une personne qui est syndic, bénévole et copropriétaire dans ce même immeuble. Comment se positionner humainement? Car certains autres copropriétaires pourraient à la fois confondre l'assertivité qu'on doit avoir en tant que syndic, mais aussi l'avis qu'on a en tant que copropriétaire. Alors, je crois qu'on avait une petite question avant, je crois. Oui, j'allais l'aborder après, mais dans la Ah oui, ben transition, ça me simplement, paraissait pas mal. T'inquiète, je l'amènerai, Jean-Pierre. oui, ben alors je préfère que peut-être Marie-Ange réponde à cette question. D'accord. Bah, c'est sûr que ça doit pas être facile parce que, enfin, je me dis qu'il y a certainement un peu un conflit d'intérêts, donc qui pourrait être a priori là. C'est comment rendre visible quand je suis avec ma casquette de syndic, hein, et donc avec la posture de syndic, hein, et quand je suis avec ma casquette de copropriétaire, et donc une posture de copropriétaire. Et donc, euh, c'est important de le rendre visible, enfin déjà que ça soit bien clair pour soi-même, c'est-à-dire que peut-être que c'est utiliser soit effectivement un objet qui fait que là je parle avec mon étiquette de syndic ou là je parle avec mon étiquette de copropriétaire. Ça peut mettre un jeu, hein, peut-être avec une affiche ou quelque chose comme ça. Ça peut être le dire juste en introduction. Et de pouvoir surtout rendre visible une posture, donc un comportement, une façon d'interagir qui va être différente. Et donc, je pense que quand on est syndic, on doit adopter une posture bien particulière, donc nommer hein, ces comportements ou ces attitudes qu'on va avoir, hein, donc assertives entre autres, mais effectivement d'être neutre, impartial, tout ce qui va caractériser capacité à faire de la médiation sans jugement, vraiment être dans un rôle qui est extérieur, même la capacité à prendre du recul. Donc, c'est des réelles compétences à avoir, pas facile. Donc ça soit vraiment bien clair. C'est même peut-être se faire une petite fiche. Hein, quelle est ma posture? Comment je dois agir quand je suis syndic pour que ça soit très clair pour les autres quand je suis dans cette posture. Et que quand c'est moi en tant que copropriétaire, bien voilà, là je viens avec, je suis avec mes émotions, avec mes enjeux, et donc j'ai une posture qui va être différente. Ça peut être un changement de position aussi quand on est à la table. Hein. Ça peut être changer de chaise ou faire un déplacement qui rend visible, tant pour moi que pour les autres, mon changement de posture. Voilà, ça peut être des clés, Deux casquettes de deux couleurs différentes. par exemple. La question suivante que Jean-Pierre voulait prendre, donc c'est dans le cadre d'une AG, d'une copropriété, avec une tension qui monte assez régulièrement, notamment parce que le syndic qui est bénévole ne convoque pas bien l'AG, il oublie d'envoyer des documents qui permettent de prendre des décisions. Donc la question était de savoir s'il existait des formations pour établir les règles de base, en plus des documents que vous allez trouver sur le site d'HomeGrade. Jean-Pierre, je vous laisse Alors, certes, répondre. oui, des formations, il en existe, que ce soit, oui, il en existe, je pourrais vous référencer sur le sujet. Maintenant, je reviens avec quelque chose aussi qui est important. Je considère que connaître le fonctionnement de la copropriété pour un syndic non professionnel, pour moi, c'est indispensable. Ce n'est pas long, ce n'est pas compliqué, mais il y a les règles de base qui sont à connaître. Et je peux comprendre le mécontentement des copropriétaires, même s'ils considèrent, bof, ma foi, c'est un syndic non professionnel, donc il peut faire des erreurs. Les enjeux d'une mauvaise gestion en copropriété sont excessivement, naturellement, pénalisantes et dommageables. Je vais dire, il n'y aura jamais quelqu'un qui va se plaindre dans une association qu'il n'y a pas de syndic, qu'il n'y a rien du tout, qu'on se réunit au coin de table, qu'on se réunit dans les caves, n'importe quoi. Il n'y a jamais personne qui va faire état de cette situation. Donc c'est vraiment interne. Par contre, dès qu'il y aura un souci, on va fragiliser ce processus. Et qui dit fragiliser, c'est naturellement ouvrir le copropriétaire à exposer ses droits. Et où est-ce qu'il va les faire? C'est en justice. Et là, naturellement, on va basculer dans quelque chose qui est vraiment dans un autre monde. On va quasiment dans autre monde où là, il n'y aura que des données objectives, il n'y aura que la loi, il y aura un cadre excessivement lourd et des conséquences financières importantes. Donc, je crois que toute personne non professionnelle
qui assume la fonction de syndic doit, d'une part, effectivement, bien respecter le cadre, et les autres ne doivent pas systématiquement attendre ce qu'on pourrait attendre d'un syndic professionnel. Il y a un juste milieu qui est à tenir, mais les règles de base sont à respecter. Ça, c'est évident. Merci Jean-Pierre pour ce rappel aussi sur le rôle du syndic bénévole et les règles de la copropriété. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Il n'y a plus de questions. Merci encore Jean-Pierre et merci Marie-Ange pour le trousseau de clés de communication qui est bien fourni, d'ailleurs, un trousseau bien lourd que vous nous avez transmis ce jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. Marie-Ange, Jean-Pierre, à bientôt. À bientôt. Merci à tous.